Bonjour, je m'appelle Marc Carrier, je suis un des hématologues et experts en thrombose de l'hôpital d'Ottawa. Je suis aussi un membre de Thrombose Canada et ça me fait très plaisir aujourd'hui d'avoir une discussion avec Dr. Grégoire Legal, qui est aussi hématologue et expert en thrombose à l'hôpital d'Ottawa. Dr. Legal est un des principaux auteurs sur les dernières lignes directrices de la CCP qui ont été publiées sur la prise en charge des patients avec COVID. Alors aujourd'hui, on va lui poser quelques questions sur la prévention, le diagnostic, le traitement de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients avec un COVID. Donc, Dr. Legal, bienvenue. Merci. Et puis, juste pour commencer, quel était l'objectif principal pour le développement de la publication? Je pense qu'on a vu très vite au début de la pandémie toutes ces données inquiétantes sur des cas très nombreux de complications thromboemboliques chez les patients admis avec COVID et aussi des rapports d'Europe notamment où certaines institutions ou certaines sociétés savantes commençaient à recommander des doses plus importantes d'anticoagulatothérapie chez les patients admis avec COVID, avec notamment des doses intermédiaires ou même des doses thérapeutiques d'héparine de bas poids moléculaire chez ces patients-là. Et donc, le panel de la CCP a jugé que c'était important de refaire un résumé des données disponibles et de voir si chez les patients avec COVID, on avait vraiment raison de s'écarter des recommandations actuelles sur la prévention chez les patients médicaux ou est-ce que finalement il n'y avait pas suffisamment de données à ce stade pour faire ça. Ouais, ça va être. Vous avez raison. On a eu tellement de données en très peu de temps. C'est difficile des fois on ne sait plus où donner de la tête. Puis, est-ce qu'on inclut ça dans la pratique clinique ou non? C'est quelque chose qui est difficile à faire. Alors, est-ce que le comité a émis des lignes directrices par rapport au diagnostic de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints de COVID? Alors, sur le plan diagnostique, il y a eu plusieurs discussions. Je crois qu'une des premières craintes, c'était que les patients Covid n'allaient pas pouvoir bénéficier des examens d'imagerie ou bien parce qu'ils étaient trop instables pour pouvoir se déplacer en tomodensitométrie, par exemple, ou bien à cause du risque infectieux. Ouais. Donc, il y avait de la discussion autour des tests au lit du malade avec des ultrasons, etc. Il y a eu aussi beaucoup de discussions sur le rôle des ultrasons systématiques de dépistage que certains avaient proposé vu l'incidence de la maladie, mais finalement, c'est quelque chose que le comité a décidé de ne pas recommander. Et puis, l'autre point peut-être à mentionner, c'est les dédimères. Il y a eu beaucoup de rapports qui montraient des taux de dédimères extrêmement élevés chez les patients avec COVID. Alors là, il y a eu aussi de la discussion sur savoir si est-ce qu'on devrait utiliser des seuils de dédimères plus élevés sur le plan diagnostique. Mais vraiment, à ce stade, il n'y a aucune donnée qui permette de faire ça. Et donc, les recommandations là-dessus étaient de rester sur les connaissances actuelles. Ouais. Peut-être que la clé, ça serait dans la prévention. Hein? Qu'est-ce que le comité a décidé de recommander pour la thromboprophylaxie chez les patients hospitalisés, mais aussi chez les patients hospitalisés en soins critiques? Oui, alors c'était vraiment là le plus gros débat sans doute, avec à nouveau beaucoup d'autres institutions qui avaient tendance à recommander des doses augmentées de thromboprophylaxie chez les patients COVID. Ce qu'on a vu assez vite, c'est qu'il y a l'air d'avoir quand même une grosse différence entre les patients qui sont admis dans des services de médecine et des patients qui sont admis aux soins intensifs ou qui ont besoin d'un support ventilatoire important, avec vraiment dans ce dernier groupe-là une incidence de la maladie thromboembolique rapportée parfois jusqu'à 20, 25, 30, 35% des patients, même si les données n'étaient pas de qualité optimale. Alors que pour les patients admis dans des services de médecine dits classiques, l'incidence avait l'air d'être quand même plus faible, de l'ordre de 2%, 3%. Alors, ce qui a fait beaucoup couler d'encre, c'était de savoir si c'était des chiffres finalement très différents des autres patients admis aux soins intensifs ou pas. Et en tout cas, en revoyant les données de la littérature, on n'a certainement pas trouvé de données à ce stade qui permettent de dire que le risque-bénéfice d'augmenter les doses soit meilleur par rapport aux doses classiques employées en thromboprophylaxie. Ce qui fait que chez les patients admis dans les services médicaux standards, il y a une recommandation forte d'utiliser la thromboprophylaxie aux doses classiques. Et pour les patients admis aux soins intensifs, c'était une suggestion d'utiliser les doses classiques et de ne pas augmenter les doses. Donc, quelque chose d'autre que je devrais. Des essais randomisés. Tout à fait. Et puis, il y a un autre point peut-être, c'est que dans les lignes directrices actuelles de la CCP, on recommande d'utiliser le score de Padua, par exemple, pour stratifier le risque qui sont admis en médecine
pour voir s'ils ont une indication à la thromboprophylaxie ou pas. Et là, finalement, le panel a jugé que la plupart des patients Covid admis à l'hôpital, ils allaient avoir plusieurs de ces critères, épisodes infectieux aigus, détresse respiratoire, alitement, etc. Et que donc, la plupart d'entre eux, sauf s'ils ont vraiment un très haut risque hémorragique, devraient recevoir une thromboprophylaxie. Très bien. Et puis, une thromboprophylaxie pendant combien de temps? Alors, ça, c'était aussi une autre question, c'est que la discussion, c'était, c'est vrai que quand ces gens-là quittent l'hôpital, la plupart, ils vont toujours avoir quand même une inflammation assez importante. On sait que ça met longtemps à récupérer de cette pathologie-là. Et puis aussi que les gens restent en quarantaine, isolés à leur domicile, donc probablement relativement immobiles aussi après leur congé de l'hôpital. Ce qui fait que la discussion de savoir si on devrait étendre la thromboprophylaxie pour plusieurs semaines au retour s'était posée. Mais en revoyant les données disponibles à la littérature, on n'a vraiment trouvé aucune donnée d'incidence sur quel serait le risque de maladie thromboembolique après le congé de l'hôpital après une admission pour Covid. Ce qui fait que le panel a dit, pour l'instant, on recommande pas de faire différemment de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire pas de thromboprophylaxie systématique après le congé, dans l'attente de données sur le risque thromboembolique au congé. Donc, les recommandations actuelles de la LCCP sont toujours pertinentes. On attend des données, des essais randomisés avant de faire d'autres recommandations. Tout à fait. Et puis, des fois, ce qui est un petit peu difficile, c'est quand les patients sont hospitalisés et sont déjà sous anticoagulothérapie pour une certaine indication, par exemple un antécédent de maladie veineuse thromboembolique. Est-ce qu'on doit changer l'anticoagulothérapie? Qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là? Alors, là, c'est pareil. Là, c'est plus des considérations finalement. Alors, il n'y a pas de données non plus, mais c'est plus des considérations logistiques et pratiques, si on veut. Alors, il y avait plusieurs choses. Bon, d'une part, il y a l'histoire des interactions médicamenteuses. Et donc, on utilise beaucoup les antiviraux dans le cadre d'essais randomisés ou en pratique chez ces patients-là. Et nombre d'entre eux vont avoir des interactions fortes avec les anticoagulants oraux directs, les DOAC. Ce qui fait que là, il y a une recommandation certainement que si les patients vont être traités par ces médicaments, il faut prendre un relais et donc idéalement par une héparine de bas poids moléculaire. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes quand même sur le fait que l'état inflammatoire et puis la maladie en général peuvent affecter l'équilibre des antivitamines K. Donc là, pareil, à part peut-être les valves mécaniques où il y a aussi certains patients pour lesquels certainement on va proposer un relais. Et puis pour les anticoagulants oraux directs aussi, l'autre souci c'était ce potentiel de dégradation très rapide avec au départ beaucoup de rapports de passage en coagulation intravasculaire disséminée, par exemple, de thrombocytopénie profonde, ce qui fait que globalement, il y avait une suggestion que pour la plupart de ces patients, quand ils arrivent sous traitement anticoagulant au long cours et que on a l'impression qu'ils vont être instables ou qu'ils vont être avec ces traitements-là, de faire un relais par une héparine de bas poids moléculaire. Je vous remercie beaucoup, Dr. Legal, d'avoir pris le temps d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous recommande fortement de relire le comité d'experts et puis les lignes directrices de la CCP qui ont été publiées récemment dans le CHEST. Ça va vous donner beaucoup de pistes, de recommandations, de suggestions pour la prévention et la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients avec COVID. Merci.